chanteur de Zébulon. Ça va bien, Marc? Ça va bien, oui. Vous êtes en train de monter un nouveau spectacle que vous allez commencer dans à peu près quoi, 2 semaines? Oui, on va commencer, on va le casser le 18 février au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Et puis après ça, on s'en va au mois de mars en Gaspésie. On fait le tour de la péninsule au complet. Il y a beaucoup de neige cette année en Gaspésie. Apportez-vous une charrue, quelque chose en avant de votre autobus? Une pelle en avant. Ça va être pratique. Alors, tu viens de me parler de tes disques préférés. Ça commence avec un groupe assez connu quand même. Oui, ça a marché quand même, un peu. Ça marche un peu, oui. Mais il marche encore même, je pense. Oui, c'est un album qui m'a bien marqué. Moi, l'album Blanc, c'est un album, premièrement, il y a 2 disques, donc il y avait des chansons, puis c'est vers la fin des Beatles où c'était vraiment très corrosif. Puis, je sais pas, chaque personnage est plus distinct dans les Beatles, puis j'aimais ça. Spécialement Lennon, qui était vraiment arrachant. Chacun écrivait de son côté. Hein, oui, c'est ça, c'était rendu, tout le monde faisait sa petite affaire, mais c'est un album que je trouve fort. On voyait des images, des vieilles images des Beatles. Est-ce que tu écoutais les vieux Beatles? Ben moi, bien jeune, j'ai capoté tout de suite en écoutant les Beatles. Quand j'avais 9 ans à peu près, ça a changé ma vision de la musique. Quand tu avais 9 ans, c'est quoi? Il n'y a pas très longtemps quand même? Non, mais 3 ans à peu près? Il y a à peu près 3-4 ans. C'est ça? Je les ai connus sur le tard, mais... Oui. Donc, les Beatles, est-ce que c'est ton préféré de tous les temps, les Beatles, l'album Blanc? J'ai mes pages. De ce temps-là, c'est mon préféré. OK. Là, on est tombé au mois de février. C'est l'album Blanc. Mais si on invite au mois de juillet, ça risque de changer. Oui, c'est ça. J'aime bien Rubber Soul aussi parce que c'est le premier... premier album qui ont commencé à être un peu plus flyés. En effet, ils portaient tous d'ailleurs il y avait toutes des lunettes fumées. C'est donc bizarre. Hein? Ouais, je sais pas pourquoi. OK. En début d'émission, je n'aimais pas vraiment King Crimson. Ça, c'est dans la bonne époque. En fait, c'est une des réincarnations de King Crimson, l'album Discipline. Oui, c'était un album des années 80. J'étais au cégep. Je restais en bachelor avec Michel Dagenet, le guitariste de Dédé Traqué, ancien guitariste de Dédé Traqué. Il m'a fait connaître ça. Puis dans ce temps-là, j'étais dans une phase que la pop, je voulais plus rien savoir. T'es bien tombé parce que c'est pas là, je trouvais ça pop même. Rien que te dire. OK. Puis là, j'ai dit, c'est intéressant, on pourrait se mettre à faire du pop. Il me semble que là. Puis j'aimais ça parce que c'était complètement flyé, complètement d'autres choses avec le stick bass que je découvrais et puis Buford au drum aussi. Qui est excellent. Un magicien de la batterie. Mon bassiste préféré aussi, Tony Levin. Toi-même qui es bassiste. Oui. C'est-tu une de tes influences, Tony Levin? Oui, une grande influence. Ouais. Sa manière d'approcher la basse, puis ouais. Ses mains, c'est comme... Je sais pas comment, moi, je suis pas d'autre connaissance. Il jouait à la basse traditionnelle, il jouait avec il bandait ses cordes, je trouvais ça, il y avait quelque chose. Est-ce que tu as écouté le vieux King Crimson aussi? Un peu, mais j'ai pas accroché vraiment. Non, c'est vraiment la trilogie, là. La deuxième phase de King Crimson. Ouais, il y en a une troisième qui va commencer à peu près dans un mois ou 2. Il y a un nouveau disque qui va sortir. On va voir où ils sont rendus. C'est un peu la même équipe quand même. Mais les vieux albums sont excellents. C'est probablement le meilleur groupe progressif qui a existé. On va regarder un petit bout de Elephant Talk. Dans le temps, les clips étaient... Moi, je ne l'ai pas rencontré. Je l'ai vu live au Spectrum quand il était venu justement avec ce show-là. Je ne l'ai pas. Je sais qu'il est particulier. Oui, c'est une religion pour lui. Un petit côté un peu plus intello maintenant, Boris Vian. Ouais, mon petit côté intello en fait. J'aurais pu emmener d'autres chanteurs français un peu de l'époque, mais lui, j'aime ses arrangements un peu dissonants. Il est trippant, c'est un jazzman, c'est un trompettiste, puis il y a des bons textes, je trouve que... Ah oui, toi qui écris les textes dans le groupe. Puis je trouve que ces textes-là, ils parlent du quotidien d'une façon particulière. Ouais, j'aimais bien ça. Ça, j'ai connu ça
ça aussi. Dans le temps, dans mon époque, Cégep Intello. Cégep Intello, béret, fumée des Gauloises, Ouais. donc t'as jamais Non, je fumé, fumais pas, non. C'est bon ça, parfait. Donc Boris Vian. Et Ouais. ça, c'est une bonne compilation de Boris Vian? Oui. La Master, Oui, c'est les Master Series. C'est pas le titre de l'album, bien sûr. Non. Avis aux intéressés, Boris Vian. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans tes trouvailles? Oh, ça c'est un album que j'ai jamais entendu. C'est Richard Desjardins, on le connaît quand même. Hein? Ouais. Richard Desjardins, je l'ai connu dans le temps de l'album Boomtown Café, qui s'est pas vendu vraiment beaucoup, mais j'ai connu ça des années 80. C'est un vieil album, Desjardins avec Abitibi dans le temps. Puis il y a des chansons comme Phénoménal, Philomène, qui m'a moi beaucoup marqué. C'est vraiment, il y a une manière de dire les choses en québécois, une espèce de poésie qui m'a accroché tout de suite. Je dois dire que ça m'a bien influencé. Desjardins, sa poésie m'a jeté à terre. Au niveau des textes. Tous ces disques, n'importe quoi, je trouve qu'il a amené quelque chose de bien nouveau. Qui boit ses paroles, là. Pas de problème. Oui. Richard Desjardins, ouais, ben, il est très très spécial. Est-ce que tu aimes Plume aussi? Oui, j'aurais pu. Oui, Plume. Ouais. Oh, oui, C'est difficile d'en choisir 5 pour venir au cimetière quand même. J'ai essayé d'en choisir un Québécois, un peu de toutes mes influences. J'aurais pu prendre Plume, mais donc Desjardins, de ce temps-là, Encore une fois, ça dépend de la période. C'est ça, oui. Plume, quand j'ai entendu ça la première fois, aussi, je lisais les paroles, puis j'en revenais pas. Tu sais, quand j'avais jamais entendu ça de ma vie, j'étais dans le temps à Plum Pudding. Le premier que j'ai écouté, c'était Plum Pudding. Puis l'album est assez intéressant. C'est un raconteur, pour revenir à Richard Desjardins aussi. Hein. Richard Desjardins, oui, on a acheté une compilation de poèmes de lui, de tout ce qu'il a fait. Puis il y a des trucs qu'on connaissait pas non plus. Il est vraiment... Quand on le voit sur scène aussi, présence. Moi, ce que j'aime de cet album-là, live, c'est justement entre les chansons, toutes les introductions, c'est vraiment fort, c'est vraiment bon. Dans un style radicalement différent, s'il y a... Ouais. Ok, merci. Santana Abraxas. Ouais, ça c'est encore influence parce que ça c'est le disque qui a marqué peut-être mes 11 ans. J'ai découvert ça à un moment donné. Je sais pas, ça doit être la pochette au départ qui m'a attiré. Une fille tout nue. Une fille tout nue, j'ai dit ça doit être bon ça. Ouais. Mais j'ai découvert ça, le guitariste. Puis nous autres, on avait un petit band dans le temps, puis on jouait. C'est la première fois que le guitariste s'est acheté un fuzz. Puis il a commencé à jouer juste à quoi qu'on jouait, Oye Komova, je pense. Puis c'était le guitariste nous a influencé beaucoup. Il y a une manière de jouer, sa vision des arrangements aussi. On le reconnaît immédiatement. On écoute, on regarde un petit extrait du classique Black Magic Woman. Qui a écrit cette chanson-là? The Black Magic Woman, c'est qui donc? Non, je me rappelle plus. Peter Green, qui était dans Fleetwood Mac au tout début de leur carrière. On pense que c'est Santana, mais non, c'est Peter Green. Mais il n'y en a pas écrit tant que ça non plus, cet album-là. Non, mais c'est pas... C'est un bon arrangeur, c'est un bon guitariste.